Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h16, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Olivier Dussopt, ministre délégué au compte public. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Le pass vaccinal, la reprise, le quoi qu'il en coûte et ses conséquences, l'endettement de la France, autant de questions que nous allons aborder. Commençons quand même par le pass vaccinal, définitivement adopté ce week-end. Et alors qu'il y a une décrue de l'Omicron, donc il devrait entrer en vigueur dans quelques jours. Est-ce qu'on n'est pas à contre-temps finalement? Je ne crois pas, c'est une mesure nécessaire, une mesure pour ralentir l'épidémie. Nous sommes face à une épidémie qui évolue, avec des signaux qui aujourd'hui sont encourageants, mais avec un niveau d'un nombre de contaminations par jour qui reste très élevé. Et, oui, 270 000, mais pour la première fois, ça baisse. Oui, mais tant mieux. Mais ne vendons pas la peau de l'ours, si vous me permettez cette expression. Et pensons aussi au fait que les hôpitaux sont en tension depuis des mois et des mois, et qu'il y a une vraie nécessité de ralentir ce virus. Donc c'est un outil qui est nécessaire. Et l'Assemblée nationale l'a adopté hier, c'est une bonne chose. Oui. Est-ce que dans l'opposition, notamment, vous voulez mettre un certain nombre de conditions telles que la pression hospitalière et ne pas demander aussi des contrôles d'identité pour des patrons de bar? Pourquoi finalement la majorité c'est quand même... L'opposition n'avait qu'un objectif pendant ce débat, c'était faire de la politique et faire de la politique sur le dos de la santé des Français. La pression dans les hôpitaux, c'était plutôt du bon sens, ça, non? S'ils étaient aussi intéressés par la pression dans les hôpitaux, il fallait qu'ils aillent plus vite. Ouais. Et ils ont tout fait pour que ça traîne. Oui, en même temps, ça fait partie des discussions aussi parlementaires, quoi, non? Tout a été mis en œuvre par l'opposition, faire de l'obstruction pour ralentir. Il y a une différence entre débattre, discuter et vouloir uniquement freiner les débats. Ouais. Vous trouvez ça normal que, par exemple, on présente une pièce d'identité dans des bars, dans des restaurants pour accompagner? C'est une possibilité et pas une obligation. Non, mais ce sera Et n'avez-vous jamais présenté une pièce d'identité lorsque vous payez par chèque? Oui, par chèque, oui, bien sûr. Ben voilà. Oui. Donc ce sera la même chose. Vous l'acceptiez quand un commerçant vous demandait votre pièce d'identité lorsque vous payez par chèque. Aujourd'hui, un commerçant pourra, lorsqu'il a un doute sérieux, il ne sera pas obligé de vérifier l'identité. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu la possibilité plutôt aussi de rendre la vaccination obligatoire pour une catégorie de population, comme l'ont fait par exemple les Italiens? C'est pas le choix que nous avons fait, et nous sommes toujours convaincus qu'il faut inciter, qu'il faut convaincre, et c'est ce à quoi nous nous employons semaine après semaine. Oui. Olivier Dussopt, est-ce que la France teste trop et évidemment ça a des conséquences sur les comptes publics que vous gérez? Cela a des conséquences sur les comptes publics, et nous avons dépensé plus d'1 milliard d'euros pour les tests au mois de décembre dernier, avec 28 millions de tests, et je pense que nous dépenserons un peu plus d'1,5 milliard d'euros au mois de janvier, avec beaucoup de tests, puisque la multiplication des cas, presque plus de 300 000 cas par jour, amène un grand nombre de personnes cas contacts à se tester. C'est une bonne stratégie, ça permet de repérer et de savoir si on est contaminé ou pas, de s'isoler et d'éviter de contaminer d'autres personnes. Depuis le début, nous avons toujours dit que les investissements dans le domaine médical, les tests, la vaccination, étaient des bons investissements. C'est des bons investissements pour la santé, c'est des bons investissements pour l'économie, nous le faisons. Et nous le faisons d'autant plus que nous avons prévu les moyens pour le faire et que ça ne nous empêche pas de retrouver une trajectoire de finances publiques soutenable. Ce qui coûte cher, ce sont les tests PCR, les antigéniques, moins les autotests. Quoi. Exactement. Tous les tests n'ont pas le même coût. Les antigéniques sont moins chers que les PCR en termes de finances publiques. Mais il y a un certain nombre de tests qui sont nécessaires selon le cas de figure. Ce sont les patients, les médecins qui savent le mieux cela. Et c'est un investissement qui est nécessaire. Comme la vaccination. La vaccination nous a coûté un tout petit peu plus de 5 milliards d'euros en 2021. Elle nous coûtera plusieurs milliards d'euros en 2022. Mais c'est le meilleur investissement possible. Combien vous l'estimez déjà? Ça n'est pas encore tout à fait estimé. Un peu plus que 5 milliards? Non, je ne crois pas, puisque en 2022, nous sommes sur un rappel. Oui. L'essentiel de ceux qui ont été vaccinés ont eu 2 doses en 2021. Donc c'est en cours d'estimation. Oui. Mais c'est un bon investissement. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire face à une épidémie avec des centaines de milliers de cas positifs par jour et une pression sur l'hôpital qui reste importante, mais qui n'explose pas, contrairement à ce que nous craignons. Oui, donc 1 milliard en décembre, 1,5 milliard à peu près en janvier, le coût des tests. Si on continue à ce rythme, ça va vous coûter pour l'année 2022 12 milliards. Je pense que si nous sortons de ce tunnel épidémique, si nous sommes face à une amélioration de la situation que nous espérons tous, mais il est encore trop tôt pour le dire, ça coûtera évidemment moins cher.
Nous sommes sur des Vous avez montants mis qui combien sont- de côté? Nous sommes sur des montants qui sont extrêmement importants parce que nous sommes sur un pic épidémique. Ouais. Et donc nous avons une provision dans le budget de la sécurité sociale qui est de 5 milliards d'euros que nous serons amenés à augmenter si c'est nécessaire au cours de l'année 2022. Ouais. Et concernant les autotests, quelle est la politique et la stratégie? Est-ce qu'il faut les rendre gratuits pour que les gens y aient accès plus facilement plutôt que d'aller vers les PCR et Il y a un et les certain nombre- antigéniques? Il y a un certain nombre d'autotests qui sont déjà gratuits. Ouais. Dans certaines situations, je crois que nous avons en On en France, distribue dans les écoles, par exemple. Par exemple, nous avons une politique de tests qui est extrêmement développée et je rappelle que les tests PCR, les tests antigéniques sont remboursés lorsqu'on est vacciné. Oui. Ou lorsque c'est sur prescription médicale, ou lorsqu'on est mineur, pour être tout à fait correct. Ouais. Bon, et puis il y aura peut-être les tests salivaires qui arriveront s'il y a l'autorisation et l'aval et le feu vert. Les capteurs d'air dans les écoles, qui doit payer? Les équipements dans les écoles sont de la responsabilité des communes. Ouais. Et nous avons dans le budget de l'État une ligne pour aider les communes de 20 millions d'euros qui n'est pas consommée aujourd'hui. Donc les élus qui souhaitent installer des purificateurs d'air peuvent être aidés par l'État. Ouais. Mais ils ne le font pas ou Tous ne c'est l'ont pas très fait. limité? La preuve est que les 20 millions d'euros ne sont pas consommés. Donc il y a encore des possibilités pour l'État. Vous les encouragez alors? Si les communes souhaitent le faire, je répète, nous avons prévu une ligne budgétaire pour les aider. Ouais. Le déficit public pour 2021, il est moins fort que prévu, c'est ce que vous avez annoncé hier dans les colonnes du JDD, moins 7% à peu près. Alors, on prévoyait moins 8,2, on sera plutôt autour de 7,2 effectivement. Au 7,2. Cela dit, il y a quand même une dette et un déficit qui est assez colossal, quoi. Quels sont les chiffres en fait ce matin? Le déficit en 2020, pleine année de crise, était de plus de 9%. Nous imaginions avoir un déficit supérieur à 8 en 2021, toujours une année de crise. Nous serons un tout petit peu au-dessus de 7, c'est une bonne nouvelle. Et c'est surtout le signe que l'économie est repartie. Parce que pourquoi est-ce que le déficit est moins important que prévu? Il est moins important que prévu parce que nous avons plus de recettes que prévu. Et si nous avons plus de recettes que prévu, c'est parce que l'impôt sur les sociétés, parce que la TVA sont à un niveau plus important que prévu. Nous n'avons pas augmenté les taux, au contraire, nous avons même baissé. Nous avons baissé les taux d'impôt sur les sociétés. Mais la reprise économique est plus forte. On avait une croissance qui, au début de l'année 2021, était estimée à 5%, que nous avons progressivement remonté dans nos prévisions à 6, puis à 6,25. Et en réalité, l'INSEE nous dit que cette croissance sera plutôt de 6,7%. Le simple fait de passer de 6,25 à 6,7%, cela ramène au budget de l'État plusieurs milliards d'euros. J'avais dit pendant le débat budgétaire, au mois d'octobre, au mois de novembre, que toutes les recettes supplémentaires seraient affectées à la réduction des déficits. C'est ce que nous avons fait. Oui. Bon, alors cela dit, il y a quand même un déficit qui reste colossal, quoi. Il est de 174 milliards, c'est ça? 171 pour l'État et un peu plus de 25 pour la sécurité sociale. Donc c'est un déficit qui est important. Et quand on parle du déficit de l'État ou du déficit public, qui couvre non pas le seul État mais toutes les administrations, nous sommes toujours sur un déficit important. Notre objectif est d'être à 5 en 2022 et pour revenir à 3% en 2027. Nous le faisons progressivement. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas plus vite vers un retour aux 3% de déficit? Les 3%, c'était les fameux critères de Maastricht, on s'en souvient, qui ont volé en éclats ils ont depuis. été suspendus jusqu'à fin 2022. Mais pourquoi est-ce que nous y revenons progressivement? Parce que nous ne voulons pas faire la même erreur qu'en 2011-2012. En 2011-2012, après la grande crise financière, l'État a souhaité, le gouvernement de l'époque a souhaité revenir très vite à une forme d'équilibre. Ça s'est traduit par des plans de rigueur, des plans d'austérité, ça s'est traduit par une augmentation d'impôts. Le budget pour 2012, qui a été voté fin 2011, à l'époque, la ministre du budget s'appelait Valérie Pécresse. C'est 15 milliards d'euros d'impôts en plus. Un petit tacle au passage à Valérie Pécresse. Non, un rappel de la réalité. 15 milliards d'euros d'impôts en plus et une croissance que ça étouffe. Parce que entre 2010 et 2015, c'est quasiment 0% de croissance, c'est un chômage à 10%. Aujourd'hui, on a une croissance à 6,7 selon l'INSEE. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut prendre... à 7,6. Moi, je préfère qu'on prenne le temps pour revenir à l'équilibre plutôt que d'étouffer la croissance et d'étouffer l'emploi. En attendant aussi, on s'endette davantage. Et puis certains disent, Olivier Dussopt, que la France est un peu la cigale de la zone euro. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Je pense que c'est une mauvaise critique. En tout cas, elle est fondée par certains économistes. Par certains économistes. Vous ne donnez pas les noms. Non, je n'ai pas évidemment tous les noms. Vous ne les avez peut-être pas lus. Mais si. Moi, ce que j'ai lu ce week-end, par contre, c'est que le prix Nobel d'économie, pas n'importe quel économiste, bien sûr, dit que la France... Le prix Nobel français? Le prix Nobel américain. D'accord. Dit que la France
est le pays qui, dans le monde, a le mieux géré la crise et a le mieux accompagné son économie. C'est un prix Nobel, et c'est donc un économiste que je cite. Oui, et qui est peut-être d'une tendance un petit peu plus identique à la vôtre, non? Non, je peux vous assurer qu'il est particulièrement orthodoxe et particulièrement vigilant et surtout extrêmement compétent. Et ce retour aux 3%, vous l'estimez à peu près à quel horizon? Je l'ai dit tout à l'heure, à horizon 2027. 2027, c'est ce que nous avons dit dès le début de la crise, et les bons résultats, les meilleurs résultats plus exactement, que nous enregistrons, nous permettront de tenir cet engagement. Bon, cela dit, la crise a montré qu'il faut être prudent quand même, quoi. Évidemment, s'il y avait de nouveau un variant plus fort... C'est la raison pour laquelle le pass vaccinal est important, et c'est la raison pour laquelle nous sommes prudents dans nos prévisions budgétaires. Oui, il y aura toujours des aides pour certains secteurs qui sont toujours touchés. Il y a des aides en cours. Nous avons, avec Bruno Le Maire, annoncé un certain nombre de dispositifs. Annoncer que les secteurs d'activité qui font l'objet de restrictions de fonctionnement ou qui ont perdu plus de 65% de leur chiffre d'affaires ont à nouveau droit à l'activité partielle à 100%. L'aide, ce qu'on appelle la prise en charge des coûts fixes, a été réactivée pour les secteurs les plus impactés. Je pense aux discothèques, je pense à l'événementiel, je pense aussi à des aides spécifiques à la culture. Mais nous sommes sur des niveaux d'aide qui sont bien moins importants que 2020-2021, parce que d'abord le nombre d'entreprises touchées est moins important, que l'activité se tient mieux. Ouais. Olivier Dussopt, est-ce qu'il n'y a pas en dehors de l'épidémie un autre risque qui est une autre épidémie entre guillemets sur les prix, l'inflation? Elle peut peser aussi beaucoup sur le budget et notamment sur les taux d'intérêt qui sont bas, ce qui vous permet de rembourser un peu moins. Et nous avons un pic d'inflation avec une inflation un peu supérieure à 2,5% de décembre à décembre, ce qui est beaucoup plus important que d'habitude. Nous considérons qu'il y a une forme de bosse et que cette bosse sera franchie entre la fin du premier semestre et le deuxième semestre de 2022, ce qui permettra de retrouver à des niveaux d'inflation plus acceptables, autour de 1,5% comme nous les avons connus. Ça a des conséquences sur les prix évidemment et par conséquent sur le pouvoir d'achat. Ça a aussi des conséquences sur le budget de l'État, puisque par exemple, sans augmentation des taux d'intérêt, le fait qu'il y ait de l'inflation coûte plus cher à l'État en termes de charge de la dette. Et donc pour les remboursements, quoi, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, les taux d'intérêt n'augmentent pas, mais il y a une partie des remboursements qui sont aussi indexés en partie sur l'inflation. Donc ça coûte quelques centaines de millions d'euros en plus pour l'État. Oui. Un mot de politique en dehors donc de l'économie. Vous êtes président de Territoire de Progrès. C'est un parti venant en fait de la gauche où vous voulez peser dans l'ensemble de la Macronie, si je puis dire. Dans la maison commune, dans la majorité. Dans la fameuse maison commune. Et il y a quelques fissures là dans la maison commune ce week-end. Écoutez, depuis quelques jours entre Agir et puis qui devait rejoindre Édouard Philippe et. Il ne faut jamais trop extrapoler. Il ne faut jamais trop grossir ou tordre la réalité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un ensemble de partis rassemblés autour du président de la République, rassemblés pour la majorité. La maison commune, c'est la majorité. Et on peut voir que la majorité est solide. On l'a encore vu ce week-end avec le vote du pass vaccinal. On l'a vu à l'occasion du vote du budget. Et nous avons tous le même objectif. Et nous l'avons tous rappelé. Vous citiez Édouard Philippe, il l'a dit très clairement samedi matin. C'est la réélection du président de la République. C'est le soutien à sa candidature lorsqu'il sera déclaré. Et c'est la construction d'une majorité pour continuer à travailler. Évidemment qu'il y a aussi tout de même, et vous le savez, une forme de rivalité avec En Marche pour Horizon d'Édouard Philippe pour peser ensuite lors des législatives. Il n'y a pas de rivalité entre les partis de la maison commune. Il y a la volonté pour beaucoup de faire entendre des idées, c'est normal, ça s'appelle faire de la politique. Et il y a un objectif unique et partagé, c'est que le président de la République puisse continuer à travailler pour le pays. Oui. Est-ce que vous voyez, vous qui venez des rangs de la gauche, positivement l'arrivée probable de Christiane Taubira comme candidate, en tout cas elle est candidate à la primaire? Je n'ai pas à le commenter, mais il y a beaucoup de candidats de gauche. C'est un éparpillement et ça me rend triste pour les militants, pour les élus locaux qui croient en ce nombre de valeurs, qui ont une culture que j'ai de social-démocrate, de voir que les appareils politiques qui sont censés les représenter ne sont plus capables de rassembler, ne sont plus capables. Pourquoi ils ne sont plus capables de rassembler? Ils sont partis justement vers chez Emmanuel Macron. Oui, beaucoup et avec raison. Et beaucoup ont aussi arrêté de travailler sur le fond. Et il y a un constat que je fais depuis maintenant quelques temps. Beaucoup de partis de gauche considèrent, ou ont confondu la lutte contre les discriminations et la lutte contre les inégalités. Moi, je pense que la lutte contre les discriminations, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, qu'il faut évidemment se battre tous les jours contre les discriminations, mais que ça ne remplace pas. C'est essentiel, mais ce n'est pas primordial. C'est ce que vous dites par rapport à... C'est primordial, mais ça ne remplace pas la lutte contre les inégalités, contre la cause des inégalités. Quand nous travaillons sur les réseaux d'éducation prioritaire, quand nous dédoublons les classes, quand nous facilitons l'accès au marché du travail, quand nous facilitons l'émancipation
par l'accès à un revenu d'activité, nous luttons contre les inégalités à la racine, pas seulement contre les symptômes. Merci. Un mot peut-être aussi, Olivier Dussopt, sur les droits de succession. Il y a une réflexion en cours et ce sera notre dossier tout à l'heure à 9h30. Est-ce que vous êtes schématiquement, est-ce qu'il faut augmenter ou diminuer les droits de succession? C'est justement trop schématique pour appeler une réponse aussi binaire. Aujourd'hui, 85 à 90% des Français ne payent pas de droits de succession car il y a des systèmes de franchise. Après, il y a des droits de succession sur certains revenus, il y a des droits de succession en fonction de la proximité que l'on a, générationnelle, familiale, avec la personne qui lègue son patrimoine, avec parfois des taux qui sont importants, parfois aussi des taux qui peuvent être évités par un certain nombre d'outils qui permettent de contourner les droits de succession. Donc c'est un débat extrêmement complexe. Et pour la transmission des entreprises, par exemple? La transmission des entreprises, nous avons en 2019, avec ce gouvernement, renforcé ce qu'on appelle le pacte du Treil. Ce pacte du Treil permet à un chef d'entreprise de transmettre à ses successeurs les parts de l'entreprise, à condition que ceux-ci s'engagent à les garder pendant un certain nombre d'années, pour qu'il y ait une stabilité de l'entreprise dans des conditions fiscales très avantageuses. Et c'est un succès, puisqu'entre 2010 et 2020, le nombre de successions d'entreprises qu'on appelle des pactes du Treil a été multiplié par 3. On est passé de 700 à 2000. Merci Olivier Dussopt, ministre délégué au compte public, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.